Ce matin, nous allons parler bien évidemment du Nigeria avec le gouvernement qui est enfin connu 5 mois après l'accession à la magistrature suprême du président Muhammadu Buhari. Nous parlerons aussi de l'Afrique du Sud avec ces 8 policiers qui ont été condamnés à 15 ans de prison enfin pour avoir torturé un chauffeur de taxi de nationalité mozambicaine. Le Japon va également nous intéresser avec ce vol réussi et de son tout premier avion de ligne. Après, bien évidemment, la Chine, il y a quelques jours. La Russie sera également au centre de nos préoccupations avec ce rapport de l'Agence mondiale antidopage qui pointe un doigt accusateur sur la Russie. Et nous parlerons de la réaction de Vladimir Poutine. Voilà donc pour le sommaire. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour les détails. Retour sur le plateau de la matinale de l'information pour recevoir Serge Bondier. Bonjour. Bonjour le Roger Noadieu, mesdames, messieurs, merci d'être des nôtres encore ce matin. Alors nous allons parler de ces fonctionnaires milliardaires du Cameroun et c'est un sujet d'actualité, un sujet qui préoccupe. Un sujet d'actualité qui préoccupe parce qu'on a du mal à comprendre que dans un pays comme le nôtre, donc le Cameroun, les fonctionnaires milliardaires existent, ont existé et ils sont toujours d'ailleurs là, donc des milliards de francs CFA, alors que ces fonctionnaires ne sont pas des hommes d'affaires. Mais la question, c'est celle de savoir comment les fonctionnaires peuvent être riches plus que les hommes d'affaires. Donc, sur le plan du traitement salarial, ce n'est pas toujours cela. D'ailleurs, le professeur Hubert Mononjana qui rappelait que dans les années 80-90, donc ce qu'il a appelé le syndrome du milliardisme fait donc place, prend donc corps, parce qu'au niveau de la fonction publique, il y a toute forme de corruption également pour des positions inavouées. Certains positionnent leurs amis à des postes stratégiques. Également, l'enclenchement dans le cadre du détournement des biens publics s'est investi profondément. Les chiffres sont donc clairs. Donc, depuis quelques années, le président de la République a donc décidé de frapper du poing sur la table. On n'arrive pas à comprendre comment, même à la décennie, donc dans les années 2000-2010 par là, les salaires n'ont pas pour autant bougé, alors qu'ils atteignaient le plafond de 400 à 500 000 francs CFA par là par mois pour les fonctionnaires d'une certaine catégorie. On a voisiné aussi en même temps les fonctionnaires qui voudraient, à travers leur travail, être remarqués. Surtout que beaucoup estimaient qu'ils travaillaient et avaient des salaires de catéchistes. Ils avaient donc ainsi à bras le corps l'argent et surtout des pouvoirs publics. C'était facilement de le manipuler. Et les raisons sont également évoquées ce matin par beaucoup de personnes qui en parlent davantage. C'est l'une des raisons également pour lesquelles le président de la République a mis sur pied ce qu'on a appelé un tribunal d'exception, donc le tribunal criminel spécial, qui depuis quelque temps, ses efforts sont quand même appréciés dans le cadre du regroupement de ses finances, donc de ses moyens importants. On parle déjà de plus de 3,1 milliards de francs CFA récupérés auprès des personnes qui auraient détourné cet argent dans les caisses. Et maintenant, les détournements se chiffrent pour l'instant à plus de 30 milliards. Même s'il y a beaucoup d'argent qui n'a pas encore été reversé dans les caisses de l'État, il y a quand même qu'il faut apprécier les efforts et la lutte contre la corruption qui est engagée fermement par les pouvoirs publics du Cameroun. Alors, c'est quand même un rapport qui démontre à suffisance que des fonctionnaires ne font pas leur travail dans les différents départements ministériels, sont devenus plutôt des hommes d'affaires ou alors passent leur temps à distraire la fortune publique. Maintenant, au regard de ce qui a été rendu public dans la presse, il y a certainement d'autres mesures qui vont accompagner cette désorganisation au niveau, n'est-ce pas, des recettes budgétaires. Des mesures sont prises par le ministre donc, en charge des Finances au Cameroun, avec bien sûr son collègue de la fonction publique et de la réforme administrative, Ange Michel Anguen, pour voir un peu de près ces fonctionnaires milliardaires, mais aussi ceux qui ne vont pas tout de suite à la retraite, sans oublier ceux qui ont des salaires fictifs, donc qui touchent toujours, qui émargent au fichier de l'État. Pourtant, ils ne devraient plus en principe le faire. Pour l'instant, on a un montant qui dépasse les 30 milliards de francs CFA. C'est un argent détourné par des fonctionnaires camerounais, un argent qui aurait pu aider à construire des écoles avec des salles de classe adéquates, également construire des centres de santé, sans oublier bien sûr les infrastructures routières dont a énormément besoin notre pays, le Cameroun, tout ceci dans les poches des fonctionnaires. Mais beaucoup de ces fonctionnaires ont choisi de se retrouver avec bien sûr l'appui de la justice camerounaise du côté de Kondengui et beaucoup n'ont plus également cet argent disponible
parce qu'il aurait été galvaudé dans plusieurs secteurs, notamment dans les paradis fiscaux, où il est difficile de mettre effectivement la main sur ces moyens assez importants. Donc le TCS, à ce jour, a reçu un peu plus de 130 dossiers par les instances juridictionnelles, notamment la police judiciaire du Cameroun. Il y a eu dans ces 100 dossiers, 130 dossiers et plus, donc plus de 40 prononciations de non-lieu, mais des affaires qui sont également courantes permettent de comprendre à quel point le mal est profond. Avoir tout cet argent contre être détourné par des fonctionnaires camerounais, il faudra véritablement agir et les pouvoirs publics en haut lieu devront prendre à main leurs responsabilités. Merci Serge Bondier d'être passé ce matin. C'est un plaisir. Dans quelques instants, nous allons recevoir Lille Piédiou pour parler bien évidemment de cette rentrée parlementaire dans les deux chambres du Parlement, la chambre haute et basse. Lille Piédiou, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour Serge, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent une fois de plus ce matin. Alors, c'est un peu la rentrée des classes pour nos députés et sénateurs au Cameroun. Tout à fait. Ce jeudi est jour de rentrée parlementaire au Cameroun. Il faut dire que la ville de Yaoundé est parée de ses plus beaux vêtements, notamment à l'Assemblée nationale et au palais de congrès où les sénateurs sont appelés donc cet après-midi. Tout a été bien mis en place pour accueillir ces nouveaux élèves une fois de plus. Et c'est une rentrée parlementaire avec des enjeux énormes. Vous savez qu'il est question de débattre sur le budget du Cameroun. On parlait d'une nette augmentation avec cette guerre contre Boko Haram, mais aussi le plan d'urgence qui a été mis sur pied. Donc, il est important, il est urgent aujourd'hui pour ces députés-là, aux côtés des membres du gouvernement, de mieux s'expliquer et de voter le budget du Cameroun. Alors là, il faudrait le faire sans complaisance pour qu'on ait un budget réel, un budget efficace qui puisse permettre, n'est-ce pas, au Cameroun de réussir ses projets structurants qui sont en cours. Tout à fait. Vous savez qu'il y a de nombreux problèmes qui gangrènent l'évolution, le développement du Cameroun et ces députés et sénateurs ont la lourde responsabilité aujourd'hui d'interroger chaque membre du gouvernement. Chacun devrait s'expliquer, chacun devrait justifier l'argent perçu ou bien l'argent qui devra être débloqué pour X ou Y projet. Donc il est question aujourd'hui pour chaque député de savoir exactement l'argent qu'on devra utiliser va aller où. Ça va servir à quoi concrètement pour, à la fin, trouver exactement le budget qu'il faut. On a dépensé énormément d'argent pour la guerre contre Boko Haram. On continue d'en dépenser. Il y a le plan d'urgence. Il faut débloquer de l'argent. Les années antérieures, on a débloqué énormément d'argent, mais finalement, on n'a pas eu le résultat escompté. On est arrivé à l'Assemblée nationale, on est arrivé au Sénat. C'était les mêmes explications de chaque ministre, des députés. Mais au finish, on n'était véritablement pas sorti de l'auberge. Donc, il est question aujourd'hui pour les députés de prendre des très très bonnes décisions pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Merci Lille Piédiou pour ces clarifications au sujet bien évidemment de cette rentrée de classe parlementaire. Ce qu'on peut déplorer pendant cette rentrée parlementaire, c'est le Sénat qui fait des séries de va-et-vient. Finalement, le Sénat va se retrouver au Palais des Congrès après avoir été expulsé, entre guillemets. Donc, on espère que ça sera un problème qui sera également résolu ce soir, en après-midi, certainement, pour éviter ce va-et-vient-là. Elie Smith, bonjour. Bonjour, Louis Roger. Alors, on est dans un pays où on ne gère que des situations et on ne prévoit rien. L'Assemblée, le Sénat, qui était bien logé au Palais des Congrès, qui a été délogé il y a quelques mois pour des travaux qui ont obligé de revenir. Alors, ça dit que rien n'est préparé à l'avance. Rien n'est préparé à l'avance parce que malheureusement, et puis c'est dans la Constitution du 1er janvier 1996, on savait qu'on devait avoir un système bicaméral dont un Sénat et une Chambre de représentants. Donc c'est quand même surprenant qu'ils n'ont pas préparé. Et puis, il faut dire la vérité, ça veut dire qu'on ne prépare pas des choses en avant. Nous, on fait les choses au jour et qui n'est pas bien pour un pays sérieux. Voilà. Merci Lille. On espère vous retrouver demain. Tout à fait, on se retrouvera demain. On va poursuivre avec cette matinale consacrée à l'information sur le canal de Info avec le Nigeria, avec Muhammadu Buhari qui a enfin publié la liste de ses ministres et autres membres du gouvernement. Ça fait quand même 5 mois d'attente, Elie Smith, depuis le 29 mai dernier, date à laquelle il a accédé à
la magistrature suprême, il fallait avoir les mains propres pour être dans le gouvernement de Muhammadu Buhari. Aujourd'hui, c'est chose faite. Exactement, il fallait avoir les mains propres, mais ce n'est pas tout le monde qui est là qui a les mains propres. Par exemple, l'ancien gouverneur de l'État de Rivers, Mr. Rotimi, ce n'est pas quelqu'un qui est un grand ou propre, comme on veut, mais quand même, c'est les gens qui lui ont aidé pour qu'il soit élu président de la République. Mais il a pris 5 mois, et les 5 mois-là ont fait que le président nigérien a eu un surnom, on lui appelle Baba Go Slow. Donc, monsieur, va doucement. Va doucement, oui. Mais il a dit il faut 5 mois pour avoir un gouvernement sérieux avec les gens, les technocrates, avec les mains propres. Et ce que je constate, c'est la jeunesse du ministre des Finances, une femme en plus, qui travaillait dans une cabinet d'un cabinet financier à l'étranger, qui est revenu. Et autre chose, c'est que le Nigeria a une population d'environ 170 millions d'habitants, on dit 180, d'autres même disent 200 millions d'habitants. Première économie en Afrique, mais ce que je constate, c'est qu'il y a 24 ministres, je crois 12 secrétaires d'État, et bon, le tout te donne 36. Et puis quand on le transpose chez nous au Cameroun, 16e économie sur le continent africain, 16e, et puis l'économie nigérienne, je crois, 40 fois plus grande que celle du Cameroun, on a 65 ministres. Donc, cherchez l'erreur. Qui va devenir pays émergent et qui serait toujours dans la propagande? La réalité est que, selon Jeffrey Sachs, le Nigeria, l'Indonésie, la Turquie et le Mexique, voilà les nouveaux pays qui vont remplacer le BRICS dans les années à venir. Mais chez nous, nous sommes un pays, j'ai oublié d'apporter ce livre ici, écrit par le professeur Zachary Boao. Nous sommes là toujours dans la propagande et les slogans et disant que nous serons émergents à l'horizon 2035 avec 65 ministres, je ne crois pas. Patrick Christian, bonjour. Bonjour, Louis Roger. Alors, c'est une matinale très détendue, avec ce sourire de part et d'autre, mais ce qui est important de relever ici, c'est ce gouvernement mis en place par Muhammadu Buhari, le président de la République fédérale du Nigeria, 36 ministres, mais 24 ministres et 12 secrétaires d'État, comme Elie Smith le disait tout à l'heure, qui contraste avec la soixantaine de ministres et secrétaires d'État du Cameroun. Ben écoutez, tout en disant bonjour à Elie et à nos téléspectateurs, vous voyez bien que cette chute, n'est-ce pas, du propos de Elie Smith m'a arraché un sourire. C'est un sourire qui véritablement acquiesce un peu, n'est-ce pas, ou bien confirme un peu ce que Elie disait. On dirait un raisonnement par l'inverse, par la proportionnalité de l'incompréhensible. Voilà la première économie d'Afrique avec près de 200 millions en termes de population et qui se retrouve en train d'avoir un gouvernement. C'est vrai qu'il a fallu attendre, on a pris du temps. Certains diront que Muhammadu Buhari a pris du temps pour dénicher les oiseaux rares dans un gouvernement qui voulait exemplaire. Les critères étaient tellement relevés sur le plan de la probité morale, de l'éthique, que la première copie qu'il a voulu rendre s'est avérée quasiment impossible au regard de ce que tous ceux qui étaient potentiellement visés dans cette première copie avaient des casseroles. Il a pris du temps, il a fouiné, et voilà donc qu'il nous donne 24 ministres avec portefeuille plein, 12 secrétaires d'État et parmi lesquels 7 femmes. Ce qu'il faut dire, c'est que Buhari donne l'impression d'avoir véritablement une vision pour le Nigeria. Il se révèle être intraitable sur les questions de corruption. On a vu déjà des sorties qu'il a fait, des limogeages qu'il y a eu, et jusqu'à des plus grosses pointures, des cylindrées même de la politique et même du monde économique au Nigeria. Et aujourd'hui, sa position davantage resserrée. On voit la progression de l'armée nigériane dans la lutte contre Boko Haram qui sème quand même la zizanie. Il faut dire que c'est cette progression qui a quand même amené, avec l'effort des Camerounais et des Tchadiens, Boko Haram a changé radicalement de tactique. C'est-à-dire que cette défiance conventionnelle que Boko Haram avait dans l'affront a changé. Boko Haram est revenu à des stratèges qui maintenant font de la guerre asymétrique avec des explosifs et autres. Ça veut dire que quand même sur le plan du frontal, il y a une évolution. Donc dès qu'on a relevé ce point sur le plan sécuritaire et sur le plan économique de l'avancée de Buhari, il faut reconnaître maintenant que c'est un homme qui se veut pratique. On n'a pas encore suffisamment de temps pour juger le maçon au pied du mur. Il a encore 2 à 3 ans. Mais dans ce gouvernement, ce qu'il faut respecter et regarder, c'est que Buhari a respecté un certain nombre d'équilibres. Équilibre religieux, équilibre ethnique et même équilibre géographique. Et quand on regarde, on scrute un peu ce gouvernement, presque tous les États du Nigeria sont représentés dans ce gouvernement. On a dit 7 femmes,
Mais Boari a tenu compte de ce que ce sont ses fidèles alliés aussi qui doivent pouvoir tenir des portefeuilles sensibles. L'intérieur est tenu par un ancien général, enfin l'ancien chef d'état-major de l'armée, à la personne de Abdourahmane Dambazou, c'est l'ancien chef d'état de l'armée. Et sur le plan de la défense, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs l'ancien général à la retraite Mohamedou Mansour qui, lui, est le patron, n'est-ce pas, de la défense. C'est des hommes de terrain, d'armée comme lui, qui contrôlent donc les questions sécuritaires et de défense. Ça semble logique au regard de la situation sécuritaire du Nigeria. Il y a aussi que derrière, Boari, il n'a pas fait dans la dentelle. Son ancien directeur de campagne, l'ancien gouverneur de Lagos, n'est-ce pas, Babatunde Fashola, récupère l'énergie, les travaux publics et le logement. Vous savez ce que cela représente dans la construction d'un pays, dans le développement et dans la quête d'une croissance toujours évolutive. Donc, il a donné des postes clés à des personnalités sur lesquelles il peut mettre sa main sur le feu. Voilà. Et quand on revient dans cette logique-là, on se rend compte que lui-même, en restant patron du ministère du pétrole, c'est sensible. On sait combien le Nigeria tire ses richesses derrière la manne pétrolière. Et avec tous les scandales à répétition de corruption qu'il y a eu, Boari se veut lui-même responsable devant le peuple nigérian, peut-être au terme de son mandat, de ce qu'il en sera, n'est-ce pas, de l'exploitation pétrolière dans son pays. Donc, on va simplement dire que c'est un gouvernement qu'on a longtemps attendu. 5 mois après, il arrive avec quand même une physionomie qui peut laisser transparaître une certaine vision. C'est parfois ce qu'on se pose un peu chez nous au regard de l'effectif pléthorique de nos gouvernements. Ça n'est pas une particularité peut-être du Cameroun, mais sous d'autres cieux, c'est ça. On se demande où est-ce qu'on va avec des ministères qui sont fractionnés. On se souvient qu'à l'époque, on avait un seul ministère de l'éducation au Cameroun. Ça fonctionnait plutôt bien. Peut-être on nous dira qu'il y avait beaucoup de choses congestionnées, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut estimer que le résultat, la qualité de l'éducation, la préoccupation des enseignants et bien d'autres choses dans le secteur de l'éducation sont nettement mieux gérées qu'à l'époque où on avait le seul ministère de l'éducation? Aujourd'hui, on a les enseignements secondaires, l'éducation de base, ainsi de suite. Vous voyez, c'est les questions qu'on peut poser malheureusement en prenant des exemples à côté de nous. On va dire que ce gouvernement de Muhammadu Buhari arrive à point nommé et qu'il donne véritablement l'intention de percevoir la volonté du patron d'Abuja d'amener son pays vers une vision claire. Alors, on parle de vision, mais c'est également une autre leçon que le Nigeria donne au monde et surtout à l'Afrique tout entière. Un gouvernement assez équilibré contre toute attente, où toutes les régions ont quand même un membre du gouvernement, ce qui n'est pas coutumier, n'est-ce pas, au Cameroun, où à chaque fois il y a des gens qui se plaignent, ou des régions qui se plaignent de n'avoir pas de ministre ou de secrétaire d'État. Exactement, c'est une leçon, pas uniquement au Cameroun, au Congo, en Afrique centrale, il y a beaucoup de pays en Afrique. Par exemple, rappelez-vous, si c'était au Congo, les gens devaient pleurer. Parce que quand on parle du Cameroun, on peut toujours parler, mais au Congo, tous les ministères stratégiques sont tenus par des gens d'une seule même ethnie, des mêmes régions, même des parents du président. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. Mais le Cameroun doit apprendre, parce que nous ne devions pas toujours apprendre chez les gens qui n'ont pas réussi, comme le Congo ou le Gabon, mais nous devions apprendre du Nigeria, parce que un pays ne se forme pas d'une seule nationalité ou une seule tribu. Bon, tribu comme on dit, ou des nations, ou une seule nationalité. Il faut que tout le monde soit représenté. Et quand tout le monde est représenté, ça donne un sens d'appartenance. Mais quand vous avez un système où, c'est ce que je crois, on avait eu une discussion hors des studios, quand vous avez des ministres qui appartiennent tous d'une seule et même région, ça n'augure pas bien et ça fait que d'autres sont lésés et ça empêche même, ça fait que quand vous avez votre vision de soi-disant émergence en horizon 2035, d'autres régions ne se sentent pas concernées. Donc je pense que c'est une leçon qu'on a appris du Nigeria. Et autre leçon que j'ai vue du Nigeria qui m'a beaucoup intéressé, c'est le président de la République qui a pris la peine de recevoir tous les ministres et les ministres sont venus signer les engagements devant lui et devant la télévision. C'est une leçon que le Cameroun doit le faire. Il y a les ministres ici qui ne connaissent jamais Paul Biya. Paul Biya les a nommés, il ne sait même pas s'ils existent. Donc, nous devions beaucoup apprendre du Nigeria. Et pour moi, quelqu'un qui aime la démocratie, c'est ça, c'est une bonne chose pour la démocratie. Et ça nous enlève ce stéréotype pour les gens qui disent que l'Afrique, rien ne peut bien marcher en Afrique. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Et lui, Roger, hein, vous me permettrez 2 secondes. Un seul terme, lui, Roger, c'est que les ministres ont prêté serment. Et ça, c'est significatif. Voilà. Vous avez des comptes à rendre parce que la prestation de serment n'est pas anodine. Devant le président lui-même avec son gouvernement ont prêté serment. Allez donc savoir ce que ça impose comme responsabilité. Voilà, allez donc savoir ce que ça impose comme responsabilité. Ce sont des propos de Patrick Christian Dobor. Allons tout de suite du côté du Niger
où Mahamadou Issoufou vit un peu des moments difficiles avec l'opposition qui a quand même décidé de déposer une requête de mise en accusation de ce chef d'État pour avoir dilapidé toutes les ressources minières. C'est ce que ces députés, une trentaine, disent aujourd'hui. Alors, Elie Smith, nous parlons déjà du cas de la République centrafricaine, du cas du Congo, où le sous-sol était pratiquement vendu aux Occidentaux. Voilà maintenant que certains députés de l'opposition au Niger demandent au président de s'expliquer sur ces ressources minières dilapidées. C'est normal, c'est un exercice démocratique. Il faut savoir que le président Mahamadou Issoufou a un problème avec l'opposition depuis, et donc c'est une bonne guerre. Mais le Niger, le problème qui me fait peur au Niger, c'est que quand il y a déjà ce genre de remous, j'ai peur d'un coup d'État. Parce que le Niger a ce problème récurrent. Mais je pense que si le président de la République veut être légaliste, qu'il vienne aussi avec les preuves pour contredire les allégations propagées par les opposants ou les députés de l'opposition. Parce que je pense aussi que les députés de l'opposition ne peuvent pas se lever, dire des choses sans avoir des preuves, à moins que c'est les préparatifs des élections présidentielles qui s'annoncent. Effectivement, les élections, la présidentielle 2016 pointe à l'horizon. On a quelques mois seulement et cette grosse actualité risque également de porter un coup à cette consultation populaire. Alors, je ne sais vraiment pas si cette actualité-là va porter un coup à la consultation populaire, mais ce sur quoi nous pouvons être d'accord ici, c'est que l'échéance de 2016 est déjà en train de se négocier dans les chaumières. Et il me semble que l'opposition veut se trouver certainement un cheval de bataille pour amorcer, n'est-ce pas, la bataille électorale et le processus en lui-même. C'est peut-être de bonne guerre. Maintenant, il revient au président Issoufou de venir, comme le disait Elie, avec peut-être un certain nombre d'arguments, ou bien de laisser voir quel est le regard que la justice au Niger va avoir sur cette question-là, parce que peut-être aussi répondre serait donner un assentiment, n'est-ce pas, à ces allégations de l'opposition nigérienne. Mais il faut surtout dire que ce n'est pas une problématique qui date d'aujourd'hui. Depuis la session et même après la session du président Issoufou à la magistrature suprême au Niger, on avait commencé à lui faire un procès de s'allier quelques petites fictions avec la France, notamment en cédant un certain nombre d'avoirs à la France, des ressources minières de son pays, sans véritablement que les populations ou alors le pays en tirent grand profit. C'était le cas aussi du côté de la Guinée. Vous voyez, toutes ces régions minières là, avec la bauxite, un certain nombre de mines de ce côté, suscitent beaucoup d'intérêt. Et c'est quand même assez bizarre aussi, il faut le relever, parce que le Niger est un des rares pays dans la zone qui, finalement, se retrouve en odeur de sainteté quasi parfaite avec la France. Et ça n'est souvent pas bon signe sur le plan de l'intérêt même du pays. Mais vous comprenez carrément. Vous voyez, donc l'opposition a peut-être des éléments sérieux à pouvoir mettre sur la table. Regardez la position du Niger dans l'intervention de la France au Mali. Regardez la position du Niger avec ce qui se passe, bien évidemment, Boko Haram, et ainsi de suite. La France est impliquée dans un certain nombre de questions sécuritaires et économiques au Niger. Et peut-être c'est dans ce sens-là que l'opposition actuellement est en train de voir une espèce de braderie, n'est-ce pas, des ressources minières du pays de la part du président. Est-ce que cela est vrai? Mais il n'y a jamais de fumée sans feu, en tout cas. En tout cas, on parle des conventions assez obscures et certains voient, bien évidemment, arrivent avec l'exploitation du diamant, etc. Exactement. C'est toujours assez important de savoir ce qu'on paye à l'État, ce que les populations gagnent, surtout que les populations sont toujours mises à côté lorsque ces négociations-là se font. Alors, on va aller tout de suite du côté... Et un petit détail, lui, Roger. Vous avez vu l'intervention du président Issoufou au sommet de Malte, concernant notamment un projet faramineux pour contenir les migrants nigériens. Et vous avez vu aussi la proximité du président Hollande avec le président Issoufou. Il y a quand même des choses qui peuvent justifier cette sortie de l'opposition. Merci. Nous parlons tout à l'heure de l'Afrique du Sud où 8 policiers ont écopé de 15 ans de prison ferme pour avoir torturé en 2013 un Tarsiman de nationalité mozambicaine et le verdict a été rendu hier. Et ce qui nous amène à comprendre que la police parfois n'est pas au-dessus de la loi. Exactement, la police n'est pas au-dessus de la loi. Et puis ce crime-là avait défrayé la chronique mondiale parce que ce qui nous étonne un peu, c'est la réaction des Sud-Africains
en particulier les Sud-Africains noirs vis-à-vis des compatriotes de l'Afrique noire qui viennent travailler là-bas. Mais une fois de plus, la justice sud-africaine a montré qu'elle est indépendante et que les policiers ne sont pas au-dessus de la loi. 15 ans de prison, c'est tout à fait normal, mais la vie de ce taximène mozambicain ne reviendrait pas. Mais une fois la justice a tranché et tous les autres policiers sud-africains qui sont souvent avec la gâchette facile, qui torturent les immigrés africains qui sont là-bas, sauront que quand ils vont commettre un crime comme ils ont fait de la dernière fois, ils seront punis. Et ça va aussi un peu essayer de changer l'image de l'Afrique du Sud vis-à-vis des autres compatriotes de d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Alors la haute cour de Pretoria n'a pas eu de pitié pour ces policiers, Patrick Christian. Oui, une sentence de 15 ans. D'aucuns diront que bien après 15 ans, ils seront toujours en vie, alors que notre jeune taximène mozambicain, lui, est passé de vie à trépas. Mais vous voyez, dans ce contexte-là, Elie l'a dit peut-être sous d'autres mots, c'est cette question de xénophobie qui très souvent revient à la surface du côté de l'Afrique du Sud, où certaines populations des townships, et notamment les populations de la basse classe, parce qu'on ne dirait même pas la moyenne classe en Afrique du Sud vit quand même au-delà d'un certain nombre de situations, et beaucoup de Noirs se retrouvent actuellement dans la moyenne classe, dont les townships et beaucoup de bidonvilles là-bas estiment que finalement c'est les Africains, les frères africains du voisin, l'Afrique australe, et même ceux qui viennent d'en haut, il y a des Camerounais, il y a des Nigérians, il y a des Ghanéens, qu'ils sont responsables donc de la pénurie d'emploi ou bien alors du manque d'emploi dans leur pays. Et donc ce sentiment-là parfois se ressurgit. Il n'y a pas très longtemps encore, c'était des scènes macabres, des images violentes, choquantes qui circulaient sur les réseaux sociaux où il y avait comme cette espèce de rejet, n'est-ce pas, de la communauté locale sud-africaine, notamment noire, de leurs frères africains qui viennent là-bas en quête de meilleurs vivres. Donc c'est un problème réel en Afrique du Sud qui trouve peut-être aussi son essence dans la structuration de la société sud-africaine, où il faut quand même reconnaître encore qu'un bon nombre de richesses sont détenues par une minorité, la classe blanche qui avait encore beaucoup de capitaux, et puis les rares noirs qui réussissent à avoir accès à cette richesse-là n'ont finalement pas un comportement tout à fait différent de la classe blanche qui, elle, avait déjà emmagasiné pendant longtemps. Donc, c'est un problème structural lié à l'organisation même de la société sud-africaine. Et puis finalement, comme il faut toujours trouver un bouc émissaire, les populations des bidonships, des bidonvilles qui n'arrivent pas à avoir certainement de l'emploi, qui n'arrivent pas à avoir un certain nombre de conditions favorables pour leur vie, estiment à tort certainement que c'est ceux qui viennent d'ailleurs qui causent le désordre chez eux en Afrique du Sud. On se rappelle de ce 16 septembre, une date historique pour le Burkina Faso. Triste date aussi où le régiment de sécurité présidentielle fomentait un coup d'État qui malheureusement avait échoué. Et il avait été mis sur pied une commission d'enquête pour déterminer les auteurs et les complices de ce coup d'État manqué. Isaac Zida avait donné pratiquement un mois au président de cette commission avec ses membres de nous donner leur rapport, de livrer leur rapport. Et ce rapport est tombé, mais sans dire véritablement, sans pointer du doigt. Alors peut-être pour nous autres, mais certainement ceux qui ont commandité le rapport ont déjà toutes les informations. Alors il faut encore s'attendre à d'autres surprises, d'autres réactions après la publication de ce rapport. Oui, bon, on doit tous, c'est normal, parce que ce qui est que nous avions voulu, tout le monde comme un mortel voulait savoir qui sont les commanditaires de ce coup d'État à l'intérieur du Burkina Faso et puis à l'extérieur. Parce que nous savions très bien que, bon, même si la Côte d'Ivoire devait être contente de ce qui s'est passé, parce que quand même c'est le Burkina Faso qui a aidé le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire de revenir au pouvoir. Donc c'est tout à fait normal qu'il y a ce main pour faire revenir Blaise Compaoré. Et puis on se posait la question pourquoi Blaise Compaoré se trouvait à Brazzaville à la veille du coup d'État. On avait dit aussi que c'est parce qu'il y avait une coalition entre Blaise Compaoré, Denis Sassou Nguesso ou Alassane Dramane Ouattara. C'est ce qu'on voulait savoir pour que le monde puisse savoir la réalité de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Alors, Patrick, pour l'instant, nous n'avons encore aucune information qui a filtré de ce rapport. Ben, ce que nous savons, c'est que le rapport a été bouclé. Oui, un rapport bouclé. On nous dit plus de 200 auditions. Très exactement, 201 personnes ont été auditionnées. De ce rapport-là, on sait que ceux qui ont travaillé estiment qu'ils n'ont pas suffisamment
eu d'éléments au regard de ce que certaines personnalités soupçonnées seraient en fuite, n'est-ce pas, et des personnalités clés qui auraient pu apporter des éléments de compréhension. Mais j'estime qu'il faut véritablement que le Burkina Faso tourne la page, n'est-ce pas, que le Burkina Faso tourne la page, parce que chaque élément qui est touché autour de ce putsch est comme une espèce de couteau qu'on remue dans la plaie. Et je vois très mal la posture, n'est-ce pas, de l'actuel Premier ministre, n'est-ce pas, Isaac Zida, dans un processus crédible, loin d'un regard partisan, parce qu'il a quand même été acteur et peut-être victime de ce coup d'État, comme le président Michel Kafando. Mais je pense qu'un rapport comme celui-là, il me semble qu'il est mal indiqué qu'il soit remis au Premier ministre, qui lui est quand même un acteur plus ou moins de ce processus-là. On aurait trouvé d'autres circonstances, peut-être avoir une commission indépendante qui puisse agir sans avoir à rendre compte au Premier ministre, qui lui va aller à la Cour de justice. Vous voyez, ça ressemble, même si on ne veut pas y croire, à une justice ou alors à des contours des vainqueurs, de ceux qui sont là. Et dans ce contexte-là, je peux vous dire que des années après, peut-être que le Burkina Faso va encore revivre une autre situation de contestation, parce que c'est difficile d'éradiquer un pouvoir qui a fait 27 ans là, avec un certain nombre de racines dans la société burkinabé. Et c'est ce qu'il faut surtout craindre dans cette démarche qui, très souvent, est encombrée d'un certain nombre de manquements sur le plan de l'éthique. Elie Smith, vous avez envie de dire quelque chose? Oui, c'est vrai ce que Christian est en train de dire, mais je pense aussi que le fait que de publier ce genre de rapports constamment est qu'on veut affaiblir toute velléité de retour. Parce qu'on sait, ça s'est fait dans d'autres pays où quand tu quittes le pouvoir après 30 ans ou 27 ans, tu tires les ficelles derrière. Mais si on commence à publier les rapports, ça fera que les gens vont savoir la réalité de ce qui s'est passé et ça serait un peu difficile que vous puissiez revenir. Mais là, il n'est même pas publié. Et on a des éléments du puzzle qui manquent. Et ça va être très difficile d'avoir l'honnêteté et la crédibilité. En tout cas, le rapport, l'enquête a été bouclée et nous attendons bien évidemment d'en connaître davantage. Mais là également où une enquête a été totalement bouclée et dont les résultats éclaboussent un peu le monde, c'est bien évidemment l'enquête de l'Agence mondiale antidopage qui pointe un doigt accusateur sur la Russie et ses adeptes. Et Vladimir Poutine, enfin tacticien, technicien, a réagi et dit qu'il ne faut pas que cette décision soit collective. Il faudrait que ça touche des individualités. Ce sont des adeptes qui ont été dopés, ils doivent être sanctionnés, et dont la Russie. Commentaire, Patrice Vandebord? Ben écoutez, tacticien, je concède cet adjectif-là pour Vladimir Poutine. Vous me disiez hier avec le classement Forbes qu'il est l'homme le plus puissant de la planète, le plus influent. Et il me semble qu'un homme aussi influent que celui-là à l'échelle mondiale, planétaire, il est un stratège, il est influent dans tous les domaines. Aujourd'hui, moi je veux porter un doigt accusateur sur cette agence mondiale antidopage, l'AMA. Vous savez, le dopage, on en parle, même si j'ai un petit sentiment affectif pour notre ami Lance Armstrong, le cycliste. Vous voyez, c'est un mythe qui a été défiguré, on va dire. On a finalement sorti ce mythe de sa bulle. Et quand j'ai pris le cas de Lance Armstrong, il y a les États-Unis qui ont eu des cas. Vous vous rappelez les cas de dopage aux États-Unis qui ont d'ailleurs valu le retrait des médailles. Vous vous rappelez en France. Tour cycliste. Mais on n'a jamais vu l'agence mondiale avec des cas même avérés. Parce que là, on en est encore à soupçonner en attendant que des enquêtes établissent les responsabilités. On n'a pas vu cette agence recommander même la suspension des États-Unis. Mais pourquoi faudrait-il aujourd'hui qu'on puisse recommander à l'étape même de soupçon la suspension de la Russie des Jeux Olympiques plus que la suspension des États-Unis où les cas ont été avérés et d'autres pays? Je veux dire que cette agence est elle-même complice de tout ce qui se passe. Le milieu du sport est suffisamment compliqué avec des intérêts. Vous savez, dès qu'on franchit le cap du capitalisme au sein du sport, comme dans d'autres secteurs, le sport business impose une course vers les résultats avec parfois une volonté à tout prix d'atteindre ces résultats, quels que soient les moyens par lesquels on voudrait arriver. Et aujourd'hui, il me semble que la Russie ne paye que les frais de cette autre organisation de Coupe du Monde qui lui a été attribuée. Et il me semble aujourd'hui que l'Angleterre, qui a certainement perdu gros, qui voyait dans la possibilité d'organiser un mondial, une relance de son économie,
en a plein dans la gorge et voudrait couper la tête de la Russie. Les États-Unis, pareil aussi de ce côté-là. Et c'est cet enjeu géostratégique mondial et même politique qui se retrouve aussi dans le sport. On ne peut pas nier l'existence du dopage dans le milieu du sport et qui plus en Russie. Tous ces milieux sont mafiosi. Mais cet acharnement contre la Russie, me semble qu'il doit trouver ses raisons ailleurs beaucoup plus que dans le sport. Ellie Smith. Oui, mais moi je pense que la différence entre la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis est que c'est un des pays démocratiques et transparents. Vous avez cité le cas de Lance Armstrong. C'est aux États-Unis. Il était très futé que même l'agence antidopage n'a même pas pu détecter. C'est aux États-Unis qu'on a détecté et on lui a exposé. Il y a beaucoup d'autres athlètes comme Gatlin, Marion Jones, qui a remis. Gatlin. C'est des Américains qu'on a découvert. Ben Johnson, il est canadien. Ouais, canadien. On a découvert et on lui est puni. Mais la différence avec la dictature russe est qu'on cache. Et on sait ce qui se fait. Même en 86, ça ne date pas d'aujourd'hui l'histoire des dopages en Russie. C'est la différence. Mais quand vous dites que c'est parce qu'on veut relancer l'économie en Grande-Bretagne, je refuse parce que actuellement l'économie britannique va mieux, l'économie russe est en train de traîner. Je sais que peut-être, et puis dans l'attribution de la Coupe du Monde, la Russie a mis la corruption dedans un peu. Je trouve que là où je suis un peu d'accord avec, il faudra qu'on voit aussi le rôle que Sarkozy a joué pour l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Il y avait eu corruption aussi. Mais je trouve qu'il faut commencer quelque part. Il faut qu'il y ait une transparence. Et ce n'est même pas une fixation sur la Russie. Il y a les Kenyans aussi qui sont suspectés. Donc, je ne trouve pas. Je vois que, bon, vous êtes un peu russophile. Et puis, donc, on ne peut pas laisser ça. En une minute, Louis Roger. En tout cas, le problème qui se pose, ce n'est pas encore le débat. Voilà. En une minute, on en est encore au cas de soupçon. Et on en est au cas de soupçon et on passe directement à des recommandations de sanctions. Là, ça pose problème. Au-delà de toute considération idéologique. On ne peut pas soupçonner et proposer des sanctions alors que ceux qui ont des États avérés sont là. Les États-Unis ont caché pendant longtemps le cas Armstrong, pendant longtemps le cas Marion Jones et on n'y a rien fait. C'est ça aussi la géopolitique, c'est la géostratégie. On va aller tout de suite au Japon où les Japonais, tout comme les Chinois il y a quelques jours, ont réussi leur premier vol de ligne avec des avions fabriqués entièrement par des Japonais. 90 minutes de vol. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque pays voudrait montrer sa force à travers sa technologie, à travers son aviation. Le Japon aujourd'hui, qui a quand même réussi à travers Mitsubishi, de monter un avion de ligne de près de 70 à 90 places. Ben écoutez, Louis Roger, je vais encore revenir sur on va dire, le combat entre les différents blocs qui est entre deux, de reprendre sa place. Quand vous parlez du Japon, vous voyez que c'est l'expression du capitalisme occidental qui est présent au Japon, avec un certain nombre de capitaux, le fonctionnement. Mais ce n'est qu'une réponse du berger à la bergère. Puisque la Chine est en avant, il faut bien qu'il y ait un contrepoids. Et qui mieux que le Japon pour représenter l'esprit capitaliste dans cette situation. Mais ce qui est bien, et ce que cela peut nous servir comme exemple pour nous autres économies en Afrique, c'est que si vous voulez exister, en tout cas sur le plan économique, il va falloir montrer vos muscles dans ces secteurs-là, dans tous les secteurs. Et il me semble que le Japon et la Chine l'ont fait. C'est aussi un exemple. Alors, 2500 commandes déjà pour les compagnies aériennes japonaises. Pour un premier coup d'essai, c'est comme un coup de maître. C'est un coup de maître. Et puis, je veux un coup de chapeau aux Japonais parce que c'est une société japonaise, Mitsubishi. Et la différence avec la Chine, c'est que c'est venu de l'autre côté. Un peu les assemblages, les idées de Boeing et tout. Mais félicitations au Japon. Mais le Japon, c'est déjà une très grande économie, troisième mondiale. Donc, il n'y a pas de problème. Mais pour abonder dans le sens de Christian, il faudra que les Africains apprennent aussi à être capables de produire. Et produire les produits finis comme cela, c'est aussi une valeur ajoutée à l'économie. Voilà, merci monsieur d'être passé ce matin. On se donne rendez-vous demain. Voilà, c'était tout pour cette édition. Nos programmes se poursuivent. Ne quittez pas.